この世には偶然などないのかもしれない。全てが必然であるかのように縁はやおら形を成してゆく。とかくルフィはまた一段とあの帽子がよく似合う男になった。もう少し長生きするのも悪くないな。Bonjour tout le monde et bienvenue au Mon Corvo, voici Kitaro. Et voici Kamatero. Et bienvenue dans notre review du chapitre 968 de One Piece. Ah waouh, ça faisait un mois et demi qu'on n'était pas venu sur notre canapé pour parler un peu des futurs chapitres. Mais ça y est, on est de retour, on est hyper excités parce que il y a énormément de choses à dire, mais vraiment. Bienvenue dans un flashback où le passé est clairement bien plus important que tout ce qui peut être raconté dans le présent. Tout ça grâce à un salut de la main de Roger, c'était renversant. Des chapitres qui ne sont plus du tout épiques, mais qui sont vraiment plongés dans une tristesse, dans une mélancolie, surtout dans une nostalgie, dans un flashback qui est, ça y est, le plus long du manga, devant celui du Mont Corvo, ce qui est assez incroyable, voilà, et c'est ouf parce que, on en parlait juste avant, on n'a pas un flashback très long qui traîne tout, non, on a un flashback super agréable qui nous apporte beaucoup plus de questions qu'il n'apporte de réponses, c'est ouf, et Chihiro Oda continue d'ouvrir des portes, mais vous inquiétez pas, on est là pour vous expliquer tout ça. Et nous avons aussi une bonne nouvelle pour tous ceux qui ne le savent pas, nous avons ouvert notre chaîne secondaire, Kamal et Kita, le lien est dans la description, et oui, vous êtes beaucoup à nous avoir demandé de parler d'autres mangas, est-ce que vous pouvez essayer de faire d'autres critiques, faire d'autres analyses et tout, on a besoin de vous là-dessus et tout. Oui les amis, on a trop envie de parler d'autres choses et c'est parti, notre chaîne est déjà lancée depuis quelques mois, on commence avec SNK, il y a des vidéos de ouf malades qui sont... Alors venez vous abonner à notre chaîne secondaire Kamal et Kita, on est déjà plus de 50 000, c'est ouf, on s'attendait pas à ça, il y a un engouement géant de malade, c'est hyper cool, vraiment merci énormément. Et donc si vous voulez parler d'un peu d'autres mangas et tout, et surtout en ce moment de Shingeki no Kyojin, et ben venez, le manga arrive sur sa fin et tout, c'est un truc de malade. On se tape des énormes barres, un peu comme Roger devant le One Piece, donc on vous attend nombreux, le lien est dans la description. Ça y est, c'est parti, oui. Non, vous n'êtes pas arrivé trop tôt, vous êtes arrivé pile au bon moment pour les énormes explications sur le chapitre 968 de One Piece. Dans un premier temps, il est important de noter un petit peu tous les détails et toutes les choses que vous auriez pu louper sur les adieux de Roger, le Shanks qui pleure. Pourquoi? C'est bizarre. Il devrait sourire comme ça, il devrait faire tikai tikai. Seconde partie, on va se pencher sur tous les enjeux de Wano Kuni et sur, eh bien, une temporalité qu'il ne faut pas oublier, s'étend encore sur plus de 5 ans avant la mort d'Oden. Et enfin, quand même, on va se pencher et on vous a concocté, parce qu'on sait que c'est très compliqué, vous avez peut-être saisi le retour de Joy Boy, les deux rois qui doivent s'unifier, qui étaient là il y a 800 ans mais qui doivent se retrouver aujourd'hui, quelque chose d'absolument compliqué, et on est très fiers d'avoir fait quelque chose de très propre dans la troisième partie de cette vidéo qui vous permettra d'absolument tout comprendre sur les enjeux de One Piece, son passé, son présent et surtout sa fin. Chapitre qui s'ouvre sur Shanks qui pleure, chose très rare, ce n'est arrivé que 2 fois en 968 chapitres. Déjà un chapitre qui s'ouvre sur Shanks. Oui, déjà, faut le noter, mais il faut savoir aussi que la dernière fois c'était au chapitre 0, tout simplement, avec Shanks qui pleure parce que c'est l'exécution de son capitaine, et ici, 968 chapitres plus tard, Shanks qui pleure parce que son capitaine lui dit quelque chose. Déjà, quelque chose de très intéressant à noter, c'est le parallèle créé avec le chapitre 1 et le chapitre 968, donc l'enfant qui pleure dans les bras de son mentor. On a exactement le même dessin, la même bouille que la main qui s'accroche. Voilà, qui s'accroche vraiment à son mentor et qui est là et qui fait non. Luffy et Shanks, Shanks et Roger. Encore une fois, magnifique, vraiment on voit qu'Oda a absolument tout en tête, mais ici qu'est-ce que ça signifie réellement? Si Oda crée un parallèle avec le premier chapitre, est-ce que Roger ne serait pas en train de lui raconter ce qu'il va devoir faire? Parce que voilà, s'il y en a un qui a perdu un bras quand même c'est assez triste, l'autre il lui raconte la meilleure blague carambar de l'histoire, du coup il n'y a pas de quoi pleurer. Cependant, et vous verrez en troisième partie qu'il est très possible que Shanks ayant un comportement totalement à l'opposé aux antipodes de celui de Roger, Shanks disait, Maître Riley, j'ai vu ce petit enfant Ice Blue et il avait exactement, il a dit les mêmes choses, les mêmes paroles
que notre capitaine Roger. Et ça c'est très important parce qu'on sait très bien que Shanks, lorsqu'il se marie alors qu'il s'était fait défoncer par les bandits des montagnes, Luffy n'en pouvait plus, il disait mais c'est pas normal, c'est insensé, vous devriez vous battre et tout ça. Et bien peut-être que lorsque Roger lui s'est tapé sa meilleure barre devant le One Piece, et bien Shanks lui se met à pleurer. Parce qu'il y en a un autre qui pleure aussi et c'est Riley. C'est le seul que Roger va voir et qui lui annonce ce qu'il va faire aussi. C'est ça qui est très beau là-dessus parce que on se rappelle très bien, là on a Oden qui écrit dans son journal et qui n'est pas au courant de ce que Roger a pu dire à Riley. Mais nous on le sait les amis, c'était au chapitre 506, il disait bien sûr ne t'en fais pas vieux frère, je ne vais pas mourir. C'est hyper beau, déjà petit détail à noter, c'est illégal. On voit bien que c'est Riley le seul à tourner le dos au départ de Roger alors que tout le monde pleure et lui dit au revoir. Et surtout donc celui qui prend son petit chapeau, son chapeau de seigneur des pirates, donc c'est assez intéressant aussi. C'est celui qui a cette relique. Ce qui est très important à noter avec ce chapeau là, c'est qu'il y a vraiment deux Roger, hein. Il y a le Roger de l'épopée de Luffy, c'est-à-dire quand lui il a son chapeau de paille jusqu'à ce qu'il affronte les Rocks il y a 38 ans, d'accord, et qui après à ce moment-là il va rencontrer Shanks et lui donner. Mais il y a également le Roger de il a fait le tour du monde et alors il va trouver les 4 polyglyphes, c'est le flashback que nous connaissons avec Oden. Et ça c'est le Roger qu'on va appeler le Roger chapeau seigneur des pirates. Et bien c'est possible que Luffy, une fois qu'il ait fini son histoire, peut-être parce qu'on l'a tous vu, le Luffy, hein, dans les iconographies même d'Oda, des 20 ans etc, on vous les montrera, avec le grand chapeau. Et bien peut-être que ce sera Riley qui va donner à Luffy le chapeau. Et cela sous-entendrait alors que Luffy donnerait son chapeau de paille à quelqu'un d'autre. Et tout cela nous fait revenir à deux chapitres précis, le premier étant le chapitre 603 où nous voyons Riley sur les côtes de Saabody, tout nostalgique, se remémorant sa toute première rencontre avec Roger et qui dit quelque chose de très intéressant. Le destin prend forme inexorablement, tout ce qu'il devait se passer était inévitable. Je crois que ça vaut le coup de vivre encore un petit peu plus longtemps. Et ça, les amis, c'est fou! Quand on sait ici que Roger était celui arrivé trop tôt mais aussi trop tard, on a donc ici Riley au courant. Est-ce que Roger, en le faisant pleurer, en lui disant au revoir, ne serait pas en train de lui dire ça, de lui dire bah quelqu'un arrive? Et le second chapitre dont je vous parlais juste avant était bien le chapitre 105, avec un autre membre de l'Oro Jackson, Crocus, qui disait bien Nous voyons donc que tout depuis le début est prévu. Mais on me dit sur ma montre de chapitre que quand même Barbe Blanche disait à Barbe Noire non, ce n'est pas toi l'homme qu'attendait Roger. Alors nous on était là. Oui, bien sûr, on parle de succession et de flamme éternelle parce que juste avant on se dit que chacun portera la porte de Roger. Non, en fait, non, Roger attendait bel et bien un homme de manière physique. Avant de mourir, le seigneur des pirates avait dit à son meilleur poteau et oui, il faut que tu protèges El Famoso futur Joy Boy. Mais ça les amis, on en revient à la fin de cette vidéo. Nous avons donc aussi un Riley qui lit le journal de l'époque, qui est assez intéressant parce que c'est exactement ce que dit le narrateur au tout début du premier générique de One Piece, dans les premières secondes de la première page, dans les premiers mots quoi, dans les premières secondes de l'animé comme dans les premiers mots du manga, gloire, richesse et pouvoir, c'était en fait un article de journal et ça c'est hyper cool parce que la boucle, je veux connaître ces journalistes, la boucle est bouclée. Oda adore vraiment faire des cycles et les terminer et tout, et là c'est hyper beau parce que ce chapitre c'est ça, c'est pour ça qu'il est très agréable aussi à lire, parce qu'on se dit oh putain on a enfin notre petite récompense après toutes ces années, mais le plus important c'est le journal qui dit Roger est donc devenu le seigneur des pirates et Roger qui est là en mode le seigneur des pirates, bon bah c'est pas si mal. Cela veut dire donc que le rêve fou qu'il expose à Oden et Barbe Blanche comme le rêve fou que Luffy expose à Ace, vous avez bien vu le parallèle avec exactement les mêmes images, 966, 585, c'est ça, avec les mêmes pansements et tout, exactement la même scène et tout, deux rêves qui sont apparemment similaires et qui rendent les autres totalement fous, qui disent putain mec c'est n'importe quoi ce que tu penses, mais on ne le sait pas. Et ben ce n'est pas devenir le seigneur des pirates, non, c'est sûrement quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus absurde, parce que Roger ne s'attendait pas à devenir le seigneur des pirates. C'était d'avoir genre d'avoir un robot là, une armure de robot. Est-ce que Roger a pu réaliser ce rêve? Comme est-ce que Luffy va réaliser le sien? Ce serait beau qu'à la toute fin de One Piece, quand Luffy réalise son rêve, et ben on apprenne ce qu'il a gueulé en fait, tout en mettant en parallèle ce que Roger a gueulé.
Donc au moins comme ça on dira oh putain c'était donc ça. Ce qui est vraiment hallucinant c'est que du coup on a quand même Riley qui lit lit One Piece, c'est-à-dire qu'en gros il est là vraiment richesse, gloire, pouvoir, arrête de lire ton manga là. Et du coup c'est là où c'est vraiment très méta, d'autant plus c'est que vis-à-vis de Stampede hein, quand même qui proposait dès le 9 août au Japon ce chapitre écrit par Eiichiro Oda, là où c'est totalement fantastique quand même, disons-le hein. C'est que, est-ce que ce film, il n'est pas un peu arrivé trop tôt? C'est quand même assez incroyable de noter que, eh bien, la fin, du coup, qui disait nous sommes arrivés trop tôt et tout ça, s'inscrit directement dans ce chapitre-là, ce qui prouve encore une fois la consécration infinie d'Eiichiro Oda sur son œuvre. On aurait pu croire à du transmédia dans un premier temps où on s'est dit, bah, il y a une information qui est nécessaire sur la lecture d'un film, mais non, c'est juste un mec totalement ravagé qui se dit, je vais la mettre avant. On a exactement le même dialogue sur plusieurs médias prévus à 7 mois à l'avance et tout, qui revient là, encore une fois, la boucle est bouclée. C'est fou comme ce mec doit vraiment vivre One Piece H24. On n'est plus à ça près. C'est très très fort. Voilà, c'est extraordinaire, mais ce qui est plus extraordinaire, c'est la mention qui est faite à Ace et elle est vraiment très belle parce que si vous voulez, on n'est pas là juste pour souligner l'absurdité et la tristesse de la chose chez Eiichiro Oda, c'est aussi toujours l'aspect véhiculer une flamme et un destin. Et du coup, dire que mon fils va y arriver alors qu'on sait qu'on va mourir, c'est quand même très curieux. C'est vraiment à laisser penser que Ace ne meurt pas en fait. Peut-être les phrases en soi la plus triste de One Piece quoi. Un père qui dit ce sera mon fils. Non. Bah non, clairement il va mourir. C'est très beau, très horrible. Et on finit toujours quand même sur ce putain d'œuf qui est toujours sur le pont de l'Euro Jackson, qui n'a toujours pas d'explication. Omelette géante à la fin. Du début jusqu'à la fin, il est là. œuf de roi des mers, peut-être. Qu'est-ce qu'il fout? Pourquoi? Est-ce qu'il fait partie du décor ou tout? Ça me rend fou d'avoir aucune explication sur cet œuf. Mais voilà. De retour à Wano Kuni, Oden dit au revoir de la même façon que Roger à l'équipage de l'Euro Jackson qui n'a plus son capitaine, ça me rend fou. Quand tu vois Roger qui s'en va sans rien dire, un capitaine qui du coup perd son chapeau, de ce fait abandonne sa vie de pirate. Je sais pas si on se rend compte que c'est toute sa vie, c'est tous ses poteaux et tout, et littéralement il part avec un salut de la main et un Jan. Et quand on disait que absolument tout le monde a une mission, on en reviendra dans la troisième partie, mais Roger dit bien je serai le premier à descendre, le deuxième sera Oden. Donc, qui est le troisième, qui est le quatrième, qui est le cinquième? Je serai le premier à descendre et Oden sera le second. Je veux pas dire, mais si on n'a pas une certaine allégorie vis-à-vis de la mort des personnages, c'est quand même très fort. Oden est de retour dans son pays natal, mais ce dernier a énormément changé, s'est totalement transformé par Orochi, qui est devenu shogun à la place du shogun. Le pays a donc totalement été transformé, encore une fois ici, critique de la société japonaise, vous savez. Mais surtout, on est sur les bails shonen. Voilà, et ça c'est hyper intéressant parce que déjà, on a donc ici une Toki Kuzuki qui aura totalement save the dream de Oden, qui est donc totalement perçu comme un héros et plus comme l'enfant terrible qu'il était autrefois. À son apogée, alors que la descente en enfer approche, Oden est parfait. Tout le monde le veut, tout le monde est là en mode mais c'est le shogun légitime, il va venir, vas-y, va buter Orochi et tout. Et pourtant, c'est tout ce qu'il va se passer. La frustration n'en est encore que plus grande quand on sait ce qui va arriver, c'est absolument, c'est pas que c'est frustrant, là c'est que c'est insoutenable. Petite mention quand même à une certaine Toki Kuzuki, superbe quand même, qui n'a décidé d'absolument rien raconter sur les 800 ans. C'est-à-dire qu'on a vraiment son mari qui était là en mode t'inquiète, je sais que tu sais tout, mais voilà, moi je suis un homme, un vrai, je vais aller le découvrir moi-même. Donc là c'est en plus encore plus absurde parce que Oden donc connaît toute l'histoire du monde. Ils en discutent pas. Et il n'y a toujours pas de discussion, c'est très dur. Et est-ce que quand même ça va pas arriver au tout dernier moment? Je me demande si on se disait ça, si peut-être au tout dernier moment dans les flammes et tout dans sa prophétie, si Toki Kuzuki elle va pas nous donner un petit flashback ou quoi, parce que sinon le personnage aura servi un peu à rien. Cependant s'il y a un truc qui sert à quelque chose chez elle pour le moment, c'est sa jambe. Et ça c'est quand même très important de le noter, c'est que elle a une El Famoso cicatrice parce qu'elle s'est pris une flèche pour défendre ses enfants qui ont été attaqués salement par Orochi. Et là, ça signifie un truc très important, c'est qu'on a une marque physique qui pourrait distinguer de la mère de la fille. Ça c'est important parce qu'avec le bail Komurasaki Iori, qui se souvient de Komurasaki? Kawamatsu, Iori ont été séparés du reste du groupe et du groupe, on va appeler le groupe Mononosuke. Eh bien il est possible que elle après elle s'est épée 2 fois. Ce qui fait qu'aujourd'hui elle aurait le même âge que sa fille. Voilà, en fait il y a beaucoup de théories là-dessus, on sait pas, c'est bête mais Oda a continué de garder une énorme ambiguïté entre Toki, Iori et Komurasaki. Là-dessus en étant le plus pragmatique possible, on sait très bien que Komurasaki est en fait Iori Kuzuki, mais quand même aucune preuve l'indique, vraiment c'est juste le personnage qui le dit. Parce que depuis que Iori est apparu, nous avons plus jamais revu Komurasaki.
mais quand même, la présence de cette marque sur la jambe, c'est très rare ça. Koda montre, voilà, montre ta jambe, oh, la cicatrice elle est énorme, normalement il ne l'aurait jamais montré ça. Et on avait vu aussi qu'elles ont pas les mêmes yeux. Voilà, donc ce qui est hyper intéressant c'est, est-ce que donc à un moment donné, dans le présent, plus tard, il va peut-être pas y avoir à un moment de monte ta jambe, la cicatrice, oh bordel de merde, c'est Toki Kuzuki. Peut-être une vieille dame, plus tard, qui sera là comme ça en mode oui, je suis toute vieille, je sais pas quoi, et on dira mais vous êtes qui madame et tout. Et là la jambe, on verra une cicatrice. Cette cicatrice, nous allons la revoir. Élément très important à noter, premièrement, Ashura Doji qui a quitté les fourreaux rouges d'Oden Kuzuki pour devenir Shutenmaru, le bandit, a déjà formé son groupe et tout, celui que nous allons revoir plus tard. C'est pourquoi Kaido a des facilités à le reconnaître. Premier quand même, Fourreau Rouge, a pas avoir eu la patience pour Oden Kuzuki. Il a vu la trahison d'Oden vis-à-vis de son pays quand Orochi est arrivé, donc voilà, il a pas aimé ça. Deuxième élément très important, c'est Denjiro aussi qui a quitté les Fourreaux Rouges et qui fait un peu des allées et venues comme ça dans le pays. Projet, Et donc le mystère reste entier sur ce personnage, c'est fou. Il peut toujours être Koshiro, le maître Hashimotsuki du dojo de Zoro. Il peut toujours être Kiyoshiro, le garde du corps d'Orochi. Comme il peut toujours être Shimitsu, le voleur. Parce que c'est lui qui vole les pièces, c'est un délire. C'est impossible de connaître sa réelle identité dans le présent. Mais là où c'est fort, c'est que du coup, forcément, on a 4 ans qui séparent la mort de Den et maintenant. Et du coup, il faut qu'il disparaisse maintenant pour qu'il puisse y avoir un petit changement physique en fait. En tout cas, ce qui est très intéressant aussi, c'est que les deux qui ont quitté les Fourreaux Rouges seront les deux à affronter Kaido dans le présent. Ça avait déjà été annoncé au chapitre 920. Ça, c'est stylé. 922. C'est stylé aussi. Et oui, en effet, Oden ne va pas mourir en allant à la capitale des fleurs là, maintenant, tout de suite. Parce que, dans la chronologie, il doit encore se dérouler 4 ans. C'est long, c'est très long. Momonosuke, âgé de 8 ans, il est dans le présent en fait, parce qu'après il va dans le futur. Donc ici, Momonosuke n'a pas 8 ans, il a seulement 4 ans. Donc il doit encore grandir de 4 ans pour avoir son âge, pour être transporté dans le futur et être le Momonosuke qu'on connaît aujourd'hui. Donc Oden ne va pas se faire torturer et tuer par Kaido maintenant, non. Donc est-ce que ce Orochi là comme ça que Oden attaque, ce ne serait pas la vieille sorcière? Une vieille sorcière qui du coup aurait peut-être été le dernier plan ultime d'Orochi en fait. Son intrigue un petit peu doit être finie pour 2 mesures. La première c'est qu'il faut que Bonkai puisse manger son fruit, un de ces 4. Et puis deuxièmement, il faut qu'elle puisse rendre à Orochi tous les maux du pays, que ce soit lui qui concentre toute la merde et pour qu'au final il finisse par en fait tuer celle qui l'a aidé. Et du coup je pense que il a dû lui dire un bail du genre oui transforme-toi en moi, on est potes et tout, tu comprends, juste tu gères le pays 2 secondes, moi je dois aller voir Kaido et tout, parce qu'il sait très bien que le retour d'Oden ça doit s'arriver avec des trompettes, ça du coup on le sait, il s'est dit oh il va venir me buter. Et la personne qui s'est fait tuer à ce moment là c'était la vieille sorcière des ténèbres là, plutôt que Orochi. Qu'est-ce qui va se passer pendant 4 ans? C'est très très long. Est-ce qu'ils vont vivre vraiment très très mal à coulis? Ça va être la misère sociale et tout. Parce qu'il y a un détail très intéressant à noter, c'est au chapitre 920 quand Kinemon raconte un peu l'histoire d'Oden Kuzuki, il dit qu'au moment où Oden était sur le point d'être exécuté, il n'avait plus aucun allié dans le pays. Donc, aujourd'hui, on voit bien que là, tout le peuple est encore allié à Oden Kuzuki. C'est un peu le messie, c'est celui qui vient reprendre la place du shogun et tout. Donc, pendant 4 ans, il va perdre toute sa légitimité, tous ses alliés, bizarre, il va perdre absolument tout soutien du peuple. Et donc, on va commencer sûrement à avoir une petite descente en enfer pendant 4 ans de coulis, de Oden, de sa famille, des Fourreaux Rouges. Ça va un peu partir en steak, on ne sait pas trop ce qui va se passer, mais en tout cas, il reste quand même bien 4 ans avant que Kaido apprenne que Oden était sur le navire de Roger, a découvert le One Piece et donc décide de le torturer pour obtenir des informations. 富、名声、力、この世の全てを手に入れた男、海賊王ゴールド・ロジャー。彼の死に際に放った人々を海へ駆り立てた。 Tout commença il y a 800 ans. À l'époque, vivait un homme à la surface connu sous le nom de Joe Boy et une sirène dans l'océan nommée Poséidon. Seulement, les deux ne pouvaient pas se voir car la race des hommes-poissons était destinée à rester dans leur pays au plus profond de l'océan. Pour pouvoir vivre ensemble, le garçon joyeux décida alors de créer une gigantesque arche appelée Noah pour faire venir tous les hommes-poissons à la surface grâce au pouvoir de Poséidon, capable de commander au roi des mers et ainsi porter l'immense navire jusqu'à la surface. Une promesse faite entre les deux rois de chaque royaume. Joe Boy devait construire et Poséidon contrôler. Seulement, il y a 800 ans, un terrible incident provoqua la rupture de l'accord. Joe Boy, proche de Wano Kuni et du clan Kuzuki, grava grâce à leur aide sur des stèles indestructibles nommées poneglyphes ce qu'il se passa ce jour-là. Seulement, ces stèles, dernière mémoire de l'ancien monde et trop dangereuses pour le gouvernement mondial à l'origine de l'incident, fut éparpillée dans le monde entier pour que sa lecture soit impossible. Joe Boy, avant de mourir, écriva une lettre d'excuse au peuple des hommes-poissons ainsi qu'à Poséidon, car n'ayant pas réussi à tenir parole. La famille royale
spatiale sous l'océan promit alors de protéger le gigantesque navire de la promesse en attendant que quelqu'un vienne à son tour terminer ce que Joe Boy avait commencé, qu'une personne vienne et demande à Poséidon de porter Noah à la surface. Wano Kuni ferma alors ses frontières pour être protégé du gouvernement, mais un jour, ces dernières devront être réouvertes pour que la prophétie se réalise. En effet, l'on raconte alors que tous les 100 ans, Poséidon se réincarne dans une sirène pure capable à son tour de contrôler les rois des mers. De même pour Joe Boy, bien que sa lignée fut exterminée il y a 800 ans par le gouvernement, sa flamme elle vit encore et un jour un homme viendra et portera sur son dos les siècles d'histoire en défiant le monde entier. Un garçon joyeux qui pourra tenir la promesse de l'ancien monde et terminer cette histoire vieille de 800 ans. Goldie Roger comprit tout cela lorsqu'il découvrit le One Piece. Nous sommes arrivés trop tôt, l'auteur appuyant le propos avec la plastique de l'œuvre, Roger annonçant cela la nuit. Ce détail est important car arrivé trop tôt la nuit, avant que ne vienne l'aube d'une grande aventure, avant que celui qui apporte une aube nouvelle sur le monde naisse. Poséidon comme Joe Boy n'était pas encore réapparu, Shirahoshi comme Luffy n'était pas encore né. En effet, nous avons la confirmation depuis le chapitre 649 que Shirahoshi est bien Poséidon, comme nous avons la confirmation que Luffy est prophétisé comme celui allant détruire l'île des hommes poissons. Luffy doit donc être le nouveau Joe Boy, ce dernier n'étant en réalité non pas une personne, mais un titre. Car à qui s'irait mieux le titre de garçon joyeux qu'à Monkey D. Luffy, l'homme souriant devant la mort et dont la venue réjouit les baleines. Oui, nous sommes au chapitre 654 et les Mugiwara sont escortés par des baleines du Nouveau Monde, se réjouissant du retour de leur roi, chacune possédant comme la Boune des cicatrices sur le front, comme voulant faire elle aussi tomber Redline, voulant être libre de parcourir le monde, voulant être libre comme leur roi. Par la suite, nous apprenons dans le chapitre 968 que le gouvernement aura fait exprès de cacher le dit dans le nom de Goldie Roger, car au courant de la prophétie et pour éviter qu'un jour un garçon portant la volonté de Joe Boy naisse, décide alors de chasser les dits de la terre. Il s'agirait ici donc de la signification de la volonté du dit, la volonté de Joe Boy qui se transmettrait uniquement de dit en dit. Ainsi, depuis plus de 700 ans, le gouvernement chasse les porteurs de la mystérieuse initiale pour être sûr que Joe Boy ne réapparaisse pas. Mais une question se pose, comment trouver le véritable Joe Boy parmi tous les candidats à travers le monde? Tout simplement grâce au pouvoir de Im-sama. Rappelez-vous, nous sommes au chapitre 908 et le Gorosei, à genoux devant la mystérieuse figure, demande quelle lumière de ce monde doit disparaître. Une purge s'impose pour être sûr que la volonté de Joe Boy et Poséidon ne se recroisent plus jamais. Voilà pourquoi au chapitre 906, Im portait un avis de recherche de Luffy, car soupçonné d'être le prochain Joe Boy, soupçonné d'être celui qui allait libérer le monde du gouvernement mondial. Le chapeau de paille géant serait alors une tombe et la chambre froide du chapitre 906 serait le tombeau de tous les Joe Boy réapparus dans l'histoire mais tués par le gouvernement. Voilà pourquoi se trouverait ici un chapeau de paille géant, car en 700 ans, il est possible qu'à un moment, la volonté de Joe Boy se retrouvât chez un géant. Le chapeau de paille serait alors la couronne métaphorique de la liberté et de la volonté du dit. Luffy est donc soupçonné d'être le prochain Joe Boy par Im qui tient un deuxième avis de recherche et nous pensons grandement qu'il s'agit là du deuxième candidat Marshall D. Teach, expliquant alors la venue de Shanks dans la salle du conseil de Marie-Joise au chapitre 907 pour parler d'un certain pirate. Luffy et Teach, tous les deux dédiés et proches du One Piece, sont donc les suspects principaux à éliminer de toute urgence pour le gouvernement. Un jour, quelqu'un naîtra et nous surpassera. Goldie Roger comprit alors qu'il était arrivé trop tôt comme arrivé trop tard sur Loftel. J'aurais voulu naître à la même époque que toi. Les paroles de Roger au chapitre 967 possèdent alors deux lectures, rendant la chose extrêmement touchante. Goldie Roger aurait voulu naître il y a 800 ans pour rencontrer Joe Boy, mais aussi dans 10 ans pour rencontrer Luffy. Roger est donc arrivé pile au mauvais moment, totalement impuissant et ne pouvant rien faire qu'en rire. Expliquant alors aux membres importants de son équipage que le moment venu, il faudra diriger ce jeune garçon vers le One Piece. Et il est stupéfiant de constater que tout était prévu depuis le début par l'auteur. Crocus, au chapitre 105, comprend que Monkey D. Luffy est sûrement le garçon que Roger attendait. Riley, au chapitre 503, dit que lui aussi attendait de rencontrer un jour Luffy.
Et au chapitre 603 annonce, le destin prend forme inexorablement, tout ce qu'il devait se passer était inévitable. Ce n'est alors pas une mauvaise idée de vivre plus longtemps. Roger a dû tout lui expliquer en le quittant, racontant la prophétie qu'un jour quelqu'un arrivera pour porter la flamme de Joe Boy et qu'il faudra alors vivre encore un peu pour le découvrir. Racontant aussi aux Roux la même histoire et qu'un jour ce sera sûrement à son tour de faire un pari sur la nouvelle ère. Voilà pourquoi Shanks aurait donné son chapeau et son bras à Luffy, expliquant les paroles du Roux à Riley au chapitre 506. Un garçon a prononcé exactement les mêmes mots que le capitaine, et ces mots doivent être ceux du tout premier chapitre dans le bar de Makino, Luffy hurlant et insultant Shanks de lâche pour ne s'être battu. Exactement le même comportement de Goldie Roger, c'est pourquoi nous sommes convaincus que le silence de Shanks juste après cette réplique démontre qu'il avait à ce moment-là compris que son capitaine avait raison et que Luffy est le prochain Joe Boy, sacrifiant son bras et offrant son chapeau de paille en l'invitant à le rejoindre dans le nouveau monde pour qu'un jour il trouve le One Piece et termine ce que Roger et Joe Boy avaient commencé. Crocus, Riley, Roger, Shanks et Oden avaient chacun un rôle à jouer, guider, entraîner, inviter et inspirer le prochain Joe Boy, Monkey D. Luffy. Voilà pourquoi Oden, mort avant d'avoir pu accomplir sa mission de réouvrir les frontières, se voit remplacé par ses vassaux fourreaux rouges portant sa flamme. Mais il y avait une dernière personne au courant de tout cela, le seul à qui le Seigneur des Pirates rend visite, son rival comme son ami, Barbe Blanche, se déroulant ainsi la fameuse scène d'adieu, Roger expliquant à Edward la volonté du dit. Voilà pourquoi, au chapitre 576, Barbe Blanche nous révélait en réalité absolument toute l'histoire de la volonté de Joe Boy et de la traque du gouvernement. Oui, Roger attendait réellement quelqu'un chez les porteurs du dit, il attendait Joe Boy et tout était sous nos yeux depuis le début. Ce n'est pas toi que Roger attend, au final ce n'est pas toi Teach. Tout comme ceux qui portent la volonté de Roger, quelqu'un héritera un jour de la volonté de Ace. Même si leur lignée s'éteint, leurs flammes elles ne mourront jamais. Depuis très longtemps, elles sont passées de génération en génération sans jamais s'éteindre. Et un jour, portant le temps de toutes ces générations sur son dos, un homme arrivera pour défier le monde. Vous, le gouvernement mondial, vivez dans la peur de cette grande bataille qui engloutira le monde entier. Quand quelqu'un trouvera ce trésor, le monde sera surpris. Oh oui, quelqu'un le trouvera. Ce jour arrive sans l'ombre d'un doute, car le One Piece existe.